Un ex-présentateur télé de Fox News au Pentagone, un milliardaire pour sabrer dans les dépenses, Donald Trump installe sa garde rapprochée au sommet de l'État. Fidèle parmi les fidèles, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est nommé à la tête du ministère pour l'efficacité gouvernementale. On attend Elon Musk au tournant, c'est-à-dire qu'on va voir comment concrètement Elon Musk s'implique dans l'administration et dans la politique de Donald Trump. Il est donc nommé pour une mission qui est donc une forme de clarification de l'efficacité gouvernementale, c'est-à-dire qu'il va probablement essayer de réduire les coûts, d'optimiser le fonctionnement administratif donc, de la bureaucratie américaine. Autre fidèle, Pam Bondi a été nommé ministre de la Justice. L'ex-procureur général de Floride a fait partie de l'équipe d'avocats de Donald Trump lors de son procès de destitution au Sénat. À l'éducation, c'est Linda McMahon, l'ancienne patronne de la fédération de catch, que Donald Trump a nommée. Et à la santé, il a choisi Robert Kennedy Jr., malgré ses positions anti-vaccins. Mais le dossier brûlant au menu du second mandat de Donald Trump, c'est l'Ukraine. Le président élu a nommé l'ex-général Keith Kellogg comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Très critique des milliards de dollars débloqués par les États-Unis pour l'Ukraine, Donald Trump a promis de régler la guerre entre Kiev et Moscou avant de prêter serment le 20 janvier. En nommant notamment Marco Rubio, Donald Trump en fait nomme un faucon en matière de politique étrangère, c'est-à-dire qu'il veut afficher une ligne très dure vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Iran. Priorité, je dirais, immigration, je dirais aussi sur le plan économique, c'est-à-dire qu'on peut voir en effet qu'à travers ces nominations, Donald Trump veut renforcer sa politique d'America First. Enfin, au plan de la sécurité intérieure, le président élu a surpris en nommant des personnalités peu qualifiées à la tête du FBI ou du renseignement national. Pour son second mandat, Donald Trump entend pourtant renforcer la sécurité aux frontières et durcir sa politique migratoire. Donald Trump a-t-il déjà pris le pouvoir? On en débat avec Olivier Cadic. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Ludivine Gilly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Et vous publiez La Révolution conservatrice aux États-Unis, c'est aux éditions de l'Aube. Alexis Pichard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris-Nanterre. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sophie. On va se livrer ensemble, Olivier Cadic, à un exercice assez compliqué puisqu'on essaye d'anticiper sur les décisions prochaines de Donald Trump, alors que le personnage est par essence imprévisible. Vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous craignez que sa présidence elle accroisse finalement des tensions déjà nombreuses sur la planète? Une remarque, si je compare par rapport à la première fois où il a été élu, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il aborde ce mandat de façon un petit peu plus sereine que la dernière fois. Je crois qu'avant, on était tous sous le choc quand il a été élu la première fois. Cette fois, quelque part, beaucoup l'attendaient ou l'anticipaient. Donc là, de ce côté-là, il ne nous a pas surpris. Ensuite, la surprise, ça a plutôt été le fait qu'il a été élu plutôt confortablement. Et ça amène chacun à réfléchir. Et je pense que lui-même n'appréhende pas du coup ce deuxième mandat de la même façon. Il n'arrive pas en tant que victime. Il a été élu. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Donc effectivement, il est sur une rhétorique. Il est constant. Ceci étant, il a vu aussi ce qui n'a pas marché la première fois. Ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il se prépare. Il a pris en compte le fait qu'il n'avait pas eu les personnes autour de lui. Là, il met en place des gens à lui, dont il est sûr. C'est une grande différence. On voit qu'il appréhende ça avec beaucoup plus de maturité que la dernière fois. Il n'a plus le même âge non plus. Il a 8 ans de plus. 70, 78 ans, vous voyez. On peut espérer être mature à 70, mais peut-être que pour un Donald Trump, c'est moins vrai, je sais pas. On va voir, mais toujours est-il qu'on voit bien qu'il a pris en compte un certain nombre de problématiques. Il a déjà été confronté à ce que ça représente d'être président des États-Unis. Voilà, mais il est imprévisible dans ses actions, mais du coup, la réaction est aussi imprévisible. Donc, on est aussi obligé de s'adapter à ça. Et action, réaction. Et si nous ne sommes pas maîtres de ces actions, nous sommes maîtres de nos réactions. Et on y reviendra évidemment, notamment sur la potentielle guerre commerciale qui pourrait s'ouvrir. Revenons sur notre sujet d'ouverture, son administration, les ministres déjà évoqués. C'est une équipe, de fidèles plus que d'experts. On peut résumer ça comme ça ? Oui, effectivement, il y a un certain nombre d'experts, c'est-à-dire de personnes qui sont qualifiées dans les domaines auxquels ils ont été nommés, mais ça n'est pas nécessairement la majorité.
Et effectivement, le critère numéro 1, clairement, dans le choix des potentiels ministres ou des personnes qui occuperont des postes importants, c'est la loyauté à Donald Trump, c'est le fait que Donald Trump pense pouvoir compter sur ces personnes-là pour mettre en œuvre soit ce qu'il a promis qu'il ferait, soit ce qu'il décidera après qu'il a envie de faire, même si ce n'est pas ce qu'il a promis. Oui. Alors, il y a ce critère de la loyauté. Et puis, alors, il y a un autre critère, alors ça n'existe pas qu'aux États-Unis, mais c'est le critère de la télégénie. C'est important chez Donald Trump. Écoutez ce professeur de sciences politiques à l'université George Washington. Donald Trump aime les gens qui passent bien à l'écran. C'est très important pour lui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a choisi J.D. Vance comme colistier. Nous savons qu'il regarde beaucoup la télévision, qu'il regarde beaucoup Fox News et qu'il sait quelles sont les personnes qui passent bien à la télévision et qui seront de bons porte-parole pour son administration. Et alors, parmi ces potentiels ministres télégéniques, il y a Pete Hegseth, qui est un animateur de Fox News, potentiel ministre de la Défense. Mais Alexis Pichard, il pourrait être retoqué par le Sénat. Il faut un peu expliquer ce qui va se passer dans les premiers jours de l'administration Trump. Je pense qu'il y a effectivement 2 éléments que vous avez mentionnés. Donc, Pete Hegseth on l'annonce justement à la Défense. C'est un ancien vétéran, un ancien major, je ne sais pas que c'est un commandant, qui est devenu animateur sur Fox News et qui est davantage connu par le public américain pour cette activité que pour ses faits d'armes dans l'armée américaine. Il a aussi à son CV quelques casseroles, et ce sont justement ces affaires qui pourraient lui causer du souci au Sénat, où sa nomination va être décidée dans quelques semaines par justement les sénateurs. Il y a un vote des sénateurs. Il y a un vote des sénateurs qui valide les ministres ou pas. Donc chaque nomination de Donald Trump donne lieu à un vote qui est à la majorité simple, donc c'est-à-dire 50 sénateurs qui vont voter ou non pour ces nominations. Et alors donc, ces casseroles, c'est quoi? Ces casseroles, ce sont des accusations d'agression sexuelle notamment et de surconsommation d'alcool. Et dans une configuration où le Sénat est à majorité assez courte républicaine, s'il y a la moindre abstention en fait, de certains élus républicains, ça pourrait causer justement l'invalidation de sa nomination. Parce que, alors on le voit en photo derrière vous en illustration, il faut expliquer, Gilly, qu'il y a quand même à la fois une majorité réelle mais relativement mince dans les 2 chambres, et puis aussi des sénateurs qui, même s'ils sont républicains, ne sont pas forcément ultra-trumpistes. Donc il y a déjà une pression du camp Trump sur certains de ces sénateurs, c'est ça? Oui. Et c'est un élément qui sera très intéressant à regarder dans les semaines inaugurales du mandat de Donald Trump. Alors, l'examen des nominations commencera avant même la prise de fonction de Donald Trump. Mais effectivement, à la Chambre, on a 215 députés démocrates, 220 députés républicains. Mais Donald Trump, alors il y en a un qui avait été nommé par Donald Trump comme potentiel ministre de la Justice, qui s'est retiré mais qui a annoncé qu'il ne prendrait pas ses fonctions, ça fait 219. Et il y a 2 députés qui ont été nommés par Donald Trump à deux postes dans son administration, qui devront attendre pour être remplacés une élection partielle qui aura lieu en avril. Donc on va se retrouver à la on est vraiment très serré. On va être à 215-217. Ok, donc ça c'est pour l'équivalent de l'Assemblée nationale. Voilà. Bon. Pour le Sénat, qui va confirmer ou non les nominations effectuées par Donald Trump, là on est à 53-47. 53 républicains, 47 démocrates. Voilà. Avec sur ces 53, deux sénatrices en particulier, une du Maine, une de l'Alaska, qui sont plutôt modérées, qui ne diront probablement pas non oui à tout. La question, c'est jusqu'où pourront-elles aller dans l'obstruction face à Donald Trump? Et donc, si on peut se dire que ces 2 sénatrices pourraient s'opposer à une ou plusieurs nominations, la question, c'est quel autre sénateur pourrait avoir des problèmes? Certaines nominations posent problème, mais c'est un véritable rapport de force qui s'instaure. C'est le début du mandat de Donald Trump. Les sénateurs qui décideront de s'opposer au président pourraient le payer très cher, y compris lors des élections de mi-mandat, c'est ça? Exactement. Il y a suivant. Il y a déjà une pression, voire des menaces de certains membres du clan Trump sur les sénateurs républicains, on va dire un peu
un peu hésitant. Pour son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a invité un certain nombre de personnalités, de chefs d'État, et notamment le président chinois Xi Jinping, Olivier Cadic. Alors ce serait une première dans l'histoire des États-Unis, un président chinois pour une cérémonie d'investiture. Est-ce que ça vous étonne? Vous voyez, on revient sur l'imprévisibilité de la part d'un homme qui affirme vouloir surtaxer les importations chinoises. C'est la stratégie du contre-pied. Oui. À l'international, c'était ça. Il pouvait apprécier Poutine en début de mandat et ne plus le faire en fin de mandat. Pareil avec Kim Jong-un. C'est le fait qu'il tente une action pour faire un deal. Ça peut être ça, son approche. Ça peut être sa vision. D'essayer de dire je démarre, j'ai un état de grâce et donc c'est le moment de trouver un deal plutôt que de se confronter. Ceci étant, c'est quand même lui qui avait lancé l'opération Chine lors de son premier mandat et qui avait pointé du doigt la Chine. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il entend faire derrière cette invitation. Oui, alors on passe sur la Chine rapidement parce que ce sera le thème de notre débat de seconde partie demain. On va vraiment se poser la question de ce qui va se passer en 2025 en Chine, notamment sur le plan économique et commercial. Donc je vous propose d'avancer, de rester quand même sur la thématique économique. Voilà ce que Donald Trump promet. Il promet de baisser les impôts pour attirer les grandes entreprises. Pour ceux qui dirigent les grandes entreprises, ces grandes et belles entreprises, personne ne va vous quitter. Vous allez revenir. Vous les ramènerez aux États-Unis. Nous incitons tout le monde à revenir aux États-Unis. Nous voulons que vous reveniez ici, les constructeurs automobiles, tout le monde. Nous vous offrirons des incitations considérables, comme aucun autre pays ne l'a fait. Nous réduisons vos impôts, nous allons les réduire de manière très substantielle. Nous avons ramené à 21%, alors qu'ils étaient probablement de 42 ou 44% selon l'endroit où vous vous trouviez. Nous les avons ramenés à 21%. Tout le monde a dit que c'était un miracle. Maintenant, nous les ramenons à 15%, mais seulement si vous fabriquez votre produit ici. Bon, Alexis Pichard, c'est toujours, quand on écoute Donald Trump, on se dit quelle est la part de réalité, d'extrapolation, de promesses intenables. Alors sur ce point précis, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est sa qualité, parce qu'il a théorisé il y a très longtemps l'hyperbole véridique. Donc on est un peu dans cet abus, il joue un peu avec les faits. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement les impôts vont baisser sous Donald Trump. Ce qui est moins vrai, c'est que la politique de Joe Biden en matière de relocalisation des entreprises et d'attractivité du pays, c'est considérablement développé au fil des 4 années, notamment à la faveur de son plan de relance, qui a été passé en 2022 sans aucune voix des Républicains et qui a attiré une bonne partie des investissements étrangers. Donc, en tous les cas, ce sera la poursuite de cette politique dont il va, à mon avis, aussi avoir les effets concrets et très positifs pour l'économie américaine. Oui, avec notamment l'Inflation Reduction Act, qui a un peu fonctionné comme un aspirateur à projets environnementaux. Je reviens à la cérémonie d'investiture, Ludivine Gilly. C'est quoi l'objectif de Donald Trump? Il veut quoi? Lui donner une aura internationale? Il veut que des chefs d'État étrangers l'adoubent en quelque sorte? C'est toujours délicat de déterminer quel est l'objectif poursuivi par Donald Trump, parce que c'est dur de se mettre dans sa tête. Mais il a invité, donc on a dit Xi Jinping, Javier Milei, le président argentin, je crois qu'il y a le président du Salvador, peut-être Viktor Orban. Enfin bon, il ne va pas avoir toute la planète à son investiture, mais il y a cette dimension-là quand même. Il essaie peut-être de faire aussi bien qu'Emmanuel Macron à Notre-Dame. Mais plus sérieusement, le 20 janvier, ça va être l'occasion pour lui d'envoyer des messages, à la fois par ce qu'il dit et par la manière dont la cérémonie est organisée. Effectivement, le type de personne qu'il invite enverra un signal sur ce qu'il entend faire. S'il invite Xi Jinping, ça envoie un signal en termes d'importance de la Chine dans son programme. Mais au-delà de ça, la question qu'on peut se poser, c'est que dira-t-il ? Que dira-t-il dans son discours? En 2016, quand il a été élu, on avait une incertitude. On avait une campagne qui avait été extrêmement brutale et on se demandait si il allait poursuivre avec le même type de discours ou si, devenu président, il allait se poser en grand unificateur et se placer au-dessus de la mêlée. Et ça n'est pas ce qui s'est produit. Donc là, on peut s'attendre probablement à la même chose.
La question, c'est quels seront les sujets qu'il mettra en avant et de quelle manière va-t-il les mettre en évidence. Alexis Pichard, il y a eu une conférence de presse de Donald Trump hier, alors, dans laquelle il a esquissé quelques éléments de réforme ou de programme à appliquer assez vite quand il sera à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors en matière de politique intérieure, il y a eu tout un long paragraphe, enfin une longue tirade sur les vaccins, notamment le vaccin de la polio, que son ministre putatif, Robert Kennedy Jr., donc à la santé, voudrait retirer. Il voudrait retirer l'approbation. Parce qu'il est anti-vax, Robert. Il est anti-vax et il établit un lien de manière très sérieuse entre les vaccins d'une part et l'autisme chez les jeunes, chez les enfants qui est effectivement en hausse, mais qui s'explique par le fait qu'on a de meilleurs critères maintenant, un meilleur diagnostic de ces maladies, enfin de cette maladie. Et donc, très tôt. Donald Trump, il s'est quoi, un peu désolidariser de son futur ministre ? Exactement, il a essayé un peu de se désolidariser vis-à-vis de cette position, tout en rappelant que effectivement cette hausse de l'autisme est quand même un peu étrange, et donc il a dit je vais mettre le paquet pour découvrir ce dont il retourne. Et sur les autres sujets, il y a eu une partie sur TikTok. Vous savez qu'il était très opposé à TikTok il y a quelques années. Il avait dit que c'était un engin d'espionnage. Et il a changé de... c'est TikTok qui appartient à une entreprise chinoise, il faut se rappeler. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée par les sénateurs plutôt justement pour interdire TikTok et pour justement faire en sorte que la société mère doive se céder justement TikTok à une entreprise américaine. Et il a fait volte-face. Pourquoi ? Parce qu'il a passé une partie de son été avec un financier américain qui s'appelle Jeff Scias et qui est l'un de ses plus gros donateurs dans la campagne et qui est un investisseur dans la société mère de TikTok, donc qui est ByteDance. Donc là, il ne parle plus justement d'interdire TikTok. Il considère justement que les interdictions seraient des interdictions à la liberté d'expression. Donc il a changé de son fusil d'épaule. Et enfin, dernier élément de son discours, de sa conférence de presse, c'était sur l'Ukraine. Ça, on y reviendra un peu plus tard. L'Ukraine. Je vous interromps parce que c'est évidemment un des chapitres de notre débat, mais vous évoquiez Notre-Dame, Emmanuel Macron, le nombre de personnalités et de chefs d'État ou de gouvernement reçus à Notre-Dame. Sophie, vous vous interrogez sur le sens de la venue de Donald Trump à Paris. Eh bien justement, parce que 15 jours avant cette réouverture de Notre-Dame, le 7 décembre, le président élu des États-Unis ne comptait pas s'y rendre. Sauf qu'il a changé d'avis. On ne sait pas pourquoi, Thomas. Et puis, pourquoi pas, après tout. Le 7 décembre, Donald Trump avait l'occasion de le montrer au monde entier. Le boss est de retour et il ne s'est pas gêné. Un choix de bonne guerre, logique pour cette raison. D'ailleurs, Joe Biden, président sortant, lui a laissé la place, invitant son épouse à le représenter dans la cathédrale. Donald Trump s'est offert donc une riche séquence médiatique de 24 heures. L'occasion aussi, pourquoi pas, de marquer le coup auprès des grands donateurs catholiques américains. Il y en a dont il tient au soutien. Alors certes, il s'est fait un peu tordre le bras par Paris, sans doute par Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, pour une rencontre avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, mais ça ne lui a pas coûté grand-chose et c'est toujours bon à prendre pour faire avancer un de ses dossiers prioritaires, mettre fin au conflit en Ukraine. Il ne veut plus financer ça. Est-ce que la France comptait dans cette visite ? Alors franchement, Thomas, je voudrais vous dire oui, mais certains de ses proches en France, dont son porte-parole local, Nicolas Conquer, ex-candidat aux législatives, évoque l'influence de la France chrétienne ou d'une vieille Europe dans la Rome nouvelle que voudrait construire Donald Trump ou qu'il voudrait bâtir. En réalité, il faut le dire, il faut le reconnaître, la France compte assez peu à ses yeux, pays de cocagne et de gaudrioles éventuellement. Donald Trump pouvait bien apparaître sérieux à côté d'Emmanuel Macron dans Notre-Dame. Il s'est surtout moqué de lui pendant sa campagne présidentielle, rappelant à de nombreuses reprises qu'il était un gars faible, soi-disant, qu'il avait fait céder sur les tarifs douaniers sur le vin. Oui, mais alors ce qui vous a le plus frappé, et vous n'êtes pas la seule pendant cette cérémonie à Notre-Dame, c'est Elon Musk. Absolument, et je ne suis en effet pas seule du tout. Oui. Mais c'est l'expression du vrai pouvoir, celui d'un homme dont la fortune équivaut à celle d'un État. Et il fallait voir dans Notre-Dame les regards des hommes d'État assis, tournés vers lui, fascinés, presque apeurés. Cette photo, elle aussi, elle a fait évidemment le tour du monde. Si Musk n'était pas là, Donald Trump serait-il président ? Beaucoup se posent la question, on s'interroge. C'est lui aussi qui a insisté pour que J.D. Vance soit nommé vice-président. J.D. Vance qui fut fondé de pouvoir d'un autre milliardaire, autre théoricien, un narco-libertarien de la droite radicale américaine et autre financeur de la campagne de Donald Trump, Peter Thiel.
Musk pouvait donner le sentiment d'être lui-même ce roi le 7 décembre et plus encore qu'un kingmaker, un faiseur de roi. C'est sur lui que la France devra compter. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs invité à un prochain sommet sur l'intelligence artificielle en février prochain. Oui, ce sera vers le 10-11 février. Ludivine Gilly, quelle est l'influence d'un Elon Musk sur Donald Trump? J'y arrive. C'est difficile à dire. On est face à deux personnalités qui ont certaines caractéristiques en commun, c'est-à-dire que forte personnalité, beaucoup de moyens, beaucoup de pouvoir. Et la question qu'on peut se poser tout de même quand on est face à cet attelage, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Oui, parce qu'on a deux égos assez surdimensionnés. Exactement. Et c'est à la fois l'un et l'autre ont besoin l'un de l'autre, mais d'un autre côté, à la fois l'un et l'autre n'ont pas forcément autant besoin l'un de l'autre que cela. Et Donald Trump reste le président des États-Unis, ce qui ne pourra jamais être le cas d'Elon Musk. Oui, effectivement, parce qu'il n'est... Il faut le Parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, sur le territoire américain. Seule une personne née aux États-Unis peut prétendre à la Donc, ne prêtons pas d'ambition présidentielle à Elon Musk, sauf si Donald Trump voulait lui faire un cadeau et changer la Constitution. Mais elle est très difficile à changer la Constitution. Le président ne peut pas changer la Constitution. C'est ça. C'est un processus très compliqué. Je voudrais au-delà, parce que c'est pas anecdotique, mais quand même, au-delà de l'influence d'Elon Musk, peut-être sur ce que la France et l'Europe doivent préparer en matière de concurrence, de guerre commerciale, Olivier Cadic. Parce qu'il y a cette annonce qui a été faite par Donald Trump, qui concerne la Chine, mais qui concerne aussi l'Europe, la hausse des droits de douane, des surtaxations sur les produits chinois, peut-être aussi sur les produits européens. Il faut qu'on se prépare, qu'on soit prêt à la guerre. Comment vous analysez ça ? Alors tout d'abord, tout à l'heure, il parlait de réduire les taux d'imposition. Oui. C'est une chose, mais il se trouve qu'il y a 2 mois, j'ai été invité par SpaceX à visiter, et donc je suis allé à Los Angeles visiter l'usine. Et juste comme ça, le prix, le taux horaire pour le SMIC va passer à $26 au 1er janvier. $26, ça fait à peu près 24 €, et on est à 11,30 en France. Donc ça vous donne une idée de la marge. Donc les coûts de production sont très importants aux États-Unis. Ceci peut aussi expliquer cela sur la baisse. Pourquoi les structures de production vont ailleurs, sortent des États-Unis. Il y a un vrai sujet de déficit commercial, mais ils ne sont pas les seuls, nous aussi. Là, pour le coup, les États-Unis, nous, on a un excédent commercial avec les États-Unis. Et effectivement, il va essayer de se protéger. Mais alors, ça veut dire quoi, mettre des barrières tarifaires? Ça veut dire je mets des droits de douane. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui est le consommateur qui achète les produits qui sont importés? C'est l'Américain. Oui. Donc, ça va être une inflation pour l'Américain. On ne va pas avoir l'usine qui va se télétransporter du jour au lendemain. Donc, de toute façon, tout ça, ça prendrait du temps. Donc, mettre cette barrière tarifaire, ça fait augmenter l'inflation. Est-ce que le président élu, qui a fait justement tout son combat sur la lutte contre l'inflation, va lui-même générer l'inflation? Ça va être intéressant. Et c'est pour ça que ça ne serait pas la première fois qu'il changerait d'avis. Voilà, donc là aussi, le pire n'est jamais sûr. Et avec Donald Trump, on peut avoir de mauvaises surprises et parfois on peut en avoir de bonnes. Donc, jusqu'à présent, la guerre commerciale, encore une fois, on en reviendra à, il prendra des décisions qui lui appartiennent et forcément, il y aura des réactions. Au niveau de l'Union européenne, on peut aussi se protéger et c'est ce qui s'était passé la fois d'avant. Ouais. Par contre, effectivement, qui en aurait le plus à souffrir, quelque part, ce seront les Allemands. Et là, on sent bien aujourd'hui, puisqu'on parle de faire une industrie européenne, puisque c'est vraiment de la défense, pardon, puisqu'on en est là, là, il y a un vrai enjeu pour les Allemands. Est-ce qu'ils vont participer à cette industrie européenne de la défense ou est-ce qu'ils vont rester plus proches des Américains en disant on fait un deal pour sauver en fait notre marché. Donc ça va être assez intéressant. Il n'y a pas, le jeu n'est pas fait. Oui. Sur cette guerre commerciale,
potentielle qui s'annonce, Alexis Pichard. Est-ce qu'il y a, on évoquait les contre-pouvoirs, et c'est vraiment, on se demande s'il est déjà au pouvoir. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui donnent cette impression, notamment la visite à Notre-Dame et le fait que Joe Biden ne soit pas venu. Mais est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a des voix, soit les sénateurs ou, dont on parlait tout à l'heure, ou sénatrices, qui peuvent finalement le freiner dans ce choix d'engager une guerre commerciale, notamment avec la Chine, mais aussi avec nous, avec l'Europe? Alors, vis-à-vis de la Chine, je pense que la guerre commerciale est peut-être l'un des seuls sujets qui est bipartisan aux États-Unis, qui en fait date depuis au moins Obama, et ça n'a fait qu'être amplifié depuis lors. Et même Joe Biden a augmenté considérablement les droits de douane des produits en provenance de la Chine, et il a essayé aussi de reprendre le monopole en termes de semi-conducteurs en relançant l'industrie nationale. Donc on est vraiment dans une ligne, dans un fil rouge qui est tenu par les locataires de la Maison-Blanche, peu importe leur parti politique. Et je me souviens plus du reste de votre question. Mais c'était qui, donc finalement vous y avez répondu, puisque je disais qui pourrait éventuellement le freiner dans cette guerre commerciale. Vous me dites il y a peu de voix qui disent attention à l'inflation, parce que c'est ce que le sénateur Cadic nous disait à l'instant. C'est 8% d'inflation qui sont prévus justement par les organismes qui ont justement travaillé sur cette question. Et même vis-à-vis de l'Europe, qui est aussi un partenaire, mais aussi un adversaire commercial, Joe Biden a été très dur vis-à-vis de l'Europe. Vous mentionnez tout à l'heure le plan de réduction de l'inflation, qui a eu un effet délétère pour les entreprises françaises. Et il y a un autre effet secondaire, notamment le fait que les États-Unis vont taxer à 100% les véhicules électriques en provenance de la Chine. C'est que la Chine, qui a produit énormément de véhicules électriques, va chercher à les vendre quelque part. Voilà. Et ce quelque part, ce sera l'Europe. Chez nous, voilà. Effectivement. C'est déjà en cours. Alors, il nous reste deux grands chapitres. On va parler des conséquences judiciaires de la réélection de Donald Trump pour ces dossiers, mais aussi pour les procureurs ou les juges qui avaient instruit les dossiers contre lui. Ça, ce sera dans un instant. Mais d'abord, évidemment, la guerre en Ukraine. Il avait dit, le président réélu, qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Il faut arrêter le carnage. Il l'a redit, vous l'évoquiez tout à l'heure, il l'a redit hier lors de sa conférence de presse. Nous allons parler au président Poutine et nous allons parler aux représentants, à Zelensky et aux représentants de l'Ukraine. Il faut arrêter ça, c'est le carnage. Olivier Cadic, à quel prix ça peut se faire pour l'Ukraine? Parce que c'est ça la vraie question. Peut-être va-t-il réussir à mettre tout le monde autour de la table en disant à l'Ukraine je ne veux plus payer, j'arrête de fournir des armes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle part de territoire perdu pour l'Ukraine qui se bat depuis 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi? Encore une fois, c'est intéressant quand tu parles de carnage, parce que c'est lui le premier qui a fourni des armes létales à l'Ukraine, ce que Obama n'avait pas fait. Donc là aussi, il peut changer d'avis dans tous les sens à tout moment. On a, par rapport à l'Ukraine, la question c'est finalement comment il va vouloir sortir de ça. Il y en a qui espèrent que M. Trump devienne le prix Nobel de la paix parce qu'il aura fait la paix en 24 heures en Russie. Ça m'a été très sérieusement dit par des ambassadeurs. Donc, ils voient ça comme ça. Ça peut être quelque chose qui, s'il est touché par la grâce Nobel, pourquoi pas. Ceci étant, est-ce que ça doit se faire au prix d'une défaite de l'Ukraine et d'une victoire de la Russie? Je ne pense pas que ce soit l'intérêt non plus des États-Unis. Donc, tout ça, il va devoir quand même discuter un petit peu avec ses conseillers à ce moment-là. La question, tout le monde aimerait bien que cette guerre s'arrête, les Ukrainiens les premiers. Évidemment. Vladimir Zelensky qui compte sur l'Europe, il l'a redit aujourd'hui, il demande aux Européens de se montrer unis face à Donald Trump. Et donc la question, c'est pas face à Donald Trump, c'est d'être unis face à M. Poutine. C'est ça la question. Les décisions de M. Trump lui appartiennent. Nous, il faut qu'on soit unis face à M. Poutine. Et ensuite, M. Trump, il fera ce qu'il fera. Mais je ne pense pas que l'intérêt des États-Unis d'Amérique, ce soit d'aller dans le sens de Poutine contre l'Europe. Voilà, donc là, je suis clair. Et je n'y crois pas. Parce que là, les impacts seraient très forts. Parce que les États-Unis ont besoin de l'Europe. Pour leur marché, mais aussi pour leur capacité de production. Parce que pour l'industrie américaine, même de défense, même là, ils ont besoin parfois de sous-traitants qui sont ici, en Europe. Donc les choses sont liées. Et on ne peut pas rendre ça totalement autonome. C'est interdépendant. Donc nous avons besoin des États-Unis, comme les États-Unis ont besoin de l'Europe. Oui, mais Ludmilla Gili, Donald Trump, il va chercher un succès international assez rapide
Alors ça peut être en Ukraine, ça peut être au Proche-Orient, ça peut être... Il va chercher des succès rapides. Il va probablement en chercher sur le plan international. Alors évidemment, sur le radar, on a le Moyen-Orient et on a l'Ukraine. C'est probablement moins compliqué en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Il avait déjà essayé lors de son premier mandat, ça n'a pas vraiment tenu. Je pense qu'il cherchera aussi, et peut-être d'abord, bien qu'il ait parlé de trouver un deal en 24 heures pour régler la guerre en Ukraine, il est plus probable qu'il lance de grandes initiatives sur le plan intérieur, notamment sur les questions de l'immigration, pour obtenir des victoires rapides. Sur la question du pouvoir d'achat, il avait fait campagne là-dessus de manière répétée. Et il est déjà revenu sur ses promesses de campagne en disant qu'en fait, lui, il ne pouvait rien garantir, il ne pouvait même pas garantir demain. Donc, probablement la question migratoire. Et puis, le sujet qu'on traitera après, vraisemblablement, c'est que va-t-il faire vis-à-vis à la fois de ses opposants et un effet d'annonce pourrait être d'annoncer des grâces en série pour les personnes qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021. Alors justement, le chapitre judiciaire, merci de nous faire la transition. On en parle tout de suite avec Alexandre Poussa, qui nous rejoint de nouveau sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir, va-t-il pouvoir se venger contre les magistrats qui l'ont inculpé? Bien, en tout cas, Thomas, il y a un homme qui peut se faire du souci depuis l'élection de Donald Trump. C'est Jack Smith, l'actuel procureur spécial du ministère de la Justice que vous voyez à l'écran. Pendant la campagne, Donald Trump a promis tout simplement de le virer à son arrivée à la Maison-Blanche. Alors ce procureur, Jack Smith, il a porté l'accusation contre Donald Trump dans 2 affaires relevant de la justice fédérale. La plus emblématique, l'affaire de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump était accusé de conspiration contre les États-Unis après avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle et d'empêcher leur certification par le Congrès. Et puis dans la 2e affaire portée par le procureur Smith, Donald Trump était accusé de recel de documents classifiés dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride. Alors en fin novembre, quelques semaines après l'élection du milliardaire américain, le procureur Jack Smith a annoncé l'abandon des poursuites dans ces 2 affaires en raison de l'immunité dont bénéficiera Donald Trump à son entrée en fonction. Mais pas sûr que l'abandon de ces poursuites ne suffisent pour que Jack Smith garde son poste. Oui, alors il y a 2 autres affaires judiciaires où là, ce sera peut-être plus compliqué pour Donald Trump de faire plier les magistrats. Et oui, car ce sont 2 affaires qui ne relèvent pas de la justice fédérale, mais de la justice des États, sur laquelle la Maison-Blanche n'aura pas de prise. Alors d'abord, il y a l'affaire Stormy Daniels dans l'État de New York. En mai dernier, Donald Trump a été jugé coupable de 34 délits de falsification de documents comptables pour cacher un paiement de $130 000 à l'actrice de Film X Stormy Daniels, afin d'éviter un scandale sexuel. C'était à la fin de sa campagne présidentielle 2016. Le prononcé de la peine a été reporté à cause de l'élection présidentielle et maintenant Donald Trump multiplie les recours pour essayer de faire annuler le procès du fait de son élection, mais il se heurte à la ténacité de ce procureur qu'on va voir apparaître à l'écran, Alvin Bragg, procureur de New York, qui il y a quelques jours a rejeté les recours du futur président en estimant que son immunité temporaire de président des États-Unis ne justifiait pas d'écarter un verdict de culpabilité voté à l'unanimité par les jurés. Un rejet qui a été confirmé par le juge de New York. Donc Donald Trump n'en a pas fini avec cette affaire Stormy Daniels. Et puis enfin, dernière affaire, le milliardaire américain est accusé d'avoir tenté de changer les résultats de l'élection présidentielle 2020 dans l'État de Géorgie. Et là, c'est la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, qui mène les poursuites. Alors là encore, les avocats de Donald Trump ont tout fait pour que cette affaire lui soit retirée des mains, mais en vain. En revanche, pas sûr que la procureure Fani Willis puisse continuer ses poursuites le temps de la présidence Trump, car cela pourrait être jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême. Merci beaucoup. Alors je reviens avec vous, Ludivine Gilly. Donc, chapitre judiciaire. Il y a effectivement, parce que c'est quand même, enfin, quand on y réfléchit, l'assaut contre le Capitole, on se dit comment est-ce possible que, malgré cette affaire, Donald Trump ait été réélu président. Mais bref, ça c'est mon sentiment et bref, c'est ma vision très franco-française de l'histoire. Mais quand même, j'ai toujours du mal à comprendre. Donc il pourrait quoi, gracier celles et ceux qui avaient participé à cet assaut, c'est ça? Oui, tout à fait. Joe Biden vient d'annoncer le pardon ou
des allègements de peine ou des commutations de peine pour un certain nombre de personnes, le président aux États-Unis a la possibilité de gracier ou de pardonner des personnes qui ont été condamnées. Et Donald Trump a gracié annoncé... son propre fils, Joe Biden, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors, et là-dessus, effectivement, il avait surtout qu'il a gracié son fils après avoir dit qu'il ne le ferait pas. Quand on a Donald Trump qui s'apprête à devenir président et qui a proféré un certain nombre de menaces à l'encontre de la famille Biden, on peut comprendre pourquoi il l'a fait, mais cela étant dit, il avait dit qu'il ne le ferait pas, il l'a fait. Dans le cas de Donald Trump l'a déjà fait lors de son précédent mandat. Lui n'avait pas gracié son fils, mais il avait gracié le père de Jared Kushner, le futur ambassadeur des États-Unis en France. Et il avait gracié un certain nombre de personnes qu'il avait soutenues également. Là, il a annoncé qu'il gracierait les personnes qui ont été condamnées pour l'assaut ce qui est quand janvier même 2021. Hallucinant, Olivier Cadic, quoi. Ce sont des gens qui se sont attaqués à l'un des plus grands symboles de la démocratie américaine, qui vont peut-être être graciés aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce qu'un parlementaire comme vous ressent en entendant ça. C'est une faillite morale totale. C'est ça ce que nous observons. Mais ça continue, puisque vous avez des entreprises qui viennent maintenant acheter pour financer la cérémonie d'investiture. Enfin, oui, on a gens appris aujourd'hui que financé... le patron de Meta, de Facebook, Mark Zuckerberg, et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, versaient $1 million chacun pour financer la cérémonie d'investiture. Vous avez des gens qui se sont investis, qui pratiquement ont acheté leur charge pour être aujourd'hui aux commandes des États-Unis. Donc c'est vrai que je suis bien content que ma fille ait grandi, que j'ai plus à lui expliquer la morale aujourd'hui, parce que ça doit être très compliqué pour la jeune génération avec ce spectacle. C'est effectivement... Beaucoup d'Américains sont stupéfaits par cette situation. Le problème, c'est qu'elle devient globale, ça a été dit, puisqu'à partir du moment où Biden, lui aussi, commet cette grâce, donc là, il n'y a plus le cas, on ne peut plus diaboliser Trump. On voit que ça devient général. Et donc, ça pose des questions pour la démocratie américaine, pour le modèle qu'elle prétendait incarner. Et l'influence sur Exactement. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, il y a, pour moi, un affaiblissement, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est une forme d'affaiblissement moral, et c'est dur d'être un leader quand vous vous comportez comme cela. Oui, effectivement. Avec une autre dimension qui est la pression sur les médias. Je veux bien vous entendre là-dessus, Alexis Béjart, parce qu'il y a deux faits. Il y a un procès en diffamation contre la chaîne ABC. Alors, je vais rappeler rapidement, il y avait des propos qui avaient été tenus hors antenne par un présentateur vedette qui avait affirmé que Trump était responsable de viol. En l'occurrence, c'était une condamnation pour des faits d'agression sexuelle. ABC a annoncé qu'ils allaient payer $15 millions pour mettre fin aux poursuites. Et puis, alors, il y a aussi, on l'a appris il y a peu de temps, une plainte contre une sondeuse qui avait donné Donald Trump perdant dans l'Iowa. Donc on est quand même dans un climat de pression sur les médias. Là. Quand on dit Donald Trump déjà au pouvoir, il met déjà la pression sur les journalistes. Donald Trump a toujours été très agressif envers les médias, et notamment les médias traditionnels qu'il a longtemps qualifiés de dominables. Donc que ce soit les médias plutôt de gauche comme NBC, comme ABC, comme CNN. Donc finalement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez lui. L'agressivité qui passe notamment par des attaques en justice pour justement que ça coûte cher, en fait, que ça coûte cher en frais de justice. Lui a les moyens, lui est milliardaire, donc il peut se permettre des procès très coûteux. Mais pour certains médias, notamment des médias qui sont peut-être en faillite ou en chute d'audience, ça peut leur coûter très cher. Il vient de gagner, il vient de gagner, là, ça a été annoncé, $15 millions à ABC. Oui, ABC, c'est ce que je disais, oui. Et donc, pourquoi pour un musée qui sera consacré. Vous avez raison, j'ai oublié de le dire, c'est quelque chose d'important. L'argent ira notamment à un musée à la gloire de Donald Trump. Mais ce qui est intéressant et troublant et très gênant, c'est la façon dont ils utilisent aussi des erreurs qui peuvent être commises par des confrères, volontaires ou non. Et je pense à ce qui se passe avec CNN, avec une de nos consoeurs, Claire Saward, et son reportage en Syrie.
qui a été... alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il n'empêche que la personne qu'ils ont présentée comme un prisonnier se révèle être, de Bachar el-Assad se révèle être un officier du renseignement qui était lui-même aux commandes. Et donc, ça a été présenté sur CNN comme une libération. Ça a ému la terre entière. On a réalisé, CNN a reconnu son erreur, Clarissa Ward en premier, sauf qu'Elon Musk... C'est la reporter en question. Absolument, la reporter en question, sauf que Elon Musk, aujourd'hui, sur les réseaux... Trump. Elon Musk. Elon Musk, d'accord. Mais c'est absolument le même, puisqu'on parlait tout à l'heure. Elon Musk a réagi sur Twitter avec 2 points d'exclamation parce que, voilà, c'est pour eux une occasion de mettre de l'eau à leur moulin et de dénoncer la désinformation. Et donc, c'est vraiment une guerre ouverte et une catastrophe pour notre protection. Est-ce que les médias vont avoir plus de mal à travailler pendant ce second mandat, Luigi, ou est-ce que finalement, bon ben voilà, on a une polarisation, on la connaît, il y a des médias qui sont pro-Trump, il y en a d'autres qui essayent de faire leur travail différemment, et ça ne va pas véritablement changer la donne par rapport au premier mandat? Ça va probablement être plus compliqué pour les médias, et certains dans les médias aux États-Unis sont inquiets. Justement, du fait du contexte délétère, des risques de poursuite, dès qu'une erreur se produit, même si elle n'est pas à mettre au débours nécessairement, même s'il ne s'agit pas d'une faute professionnelle, les médias pourront être pointés du doigt. Dans un contexte où, comme l'a noté Alexis, ça peut être compliqué déjà, sans en rajouter pour certains médias, parce qu'on a une diversification des usages des médias au sens large au sein de la population aux États-Unis. Les médias traditionnels, le journal télévisé aux États-Unis, n'est plus la source d'information principale chez les jeunes. La presse locale aussi, ce sont les réseaux sociaux. La presse locale souffre énormément aux États-Unis. Donc, dans un contexte qui est déjà difficile pour les journalistes sérieux aux États-Unis, ils vont être la cible d'attaques répétées de la part du président qui va disposer d'un porte-voix phénoménal. Ça va être très compliqué pour eux de pouvoir faire leur travail de manière correcte. Même question, Alexis Pichard. Et ce qu'on a vu en fin de campagne, c'est notamment le Washington Post qui a refusé de prendre parti pour l'un des candidats, ce qui était traditionnellement ce qu'il faisait. Il faut expliquer pourquoi. Parce que... À qui appartient-il ? Jeff Bezos, mais qui a été très longtemps un ennemi personnel de Donald Trump et qui a essayé justement de normaliser ses relations avec Donald Trump en versant notamment $1 million pour justement son inauguration. Et cette complaisance finalement du Washington Post n'a pas plu à la rédaction, et elle se retrouve aussi sur des chaînes qui sont pourtant extrêmement hostile aux Républicains, par exemple MSNBC, qui a été première à se déplacer à Mar-a-Lago pour féliciter le président. Donc on voit que ces médias qui s'étaient placés il y a 4 ans comme des défenseurs de la démocratie, d'un journalisme d'investigation, finalement sont rentrés dans le rang et tendent à avoir une attitude bien plus mesurée et peut-être un peu moins, un peu moins éthique sur ce que ça veut dire d'être un contre-pouvoir aux États-Unis, notamment ce 4e contre-pouvoir qu'est la presse. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Ludivine Gili, le titre de votre livre, La révolution conservatrice aux États-Unis, publié aux éditions de l'Aube. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.